bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir Sonia. Bonsoir Laurent. Nous sommes très contentes de vous retrouver sur CNews et sur Europe 1 pour ce 3e numéro de La France en face. Merci d'être de plus en plus nombreuses à nous suivre pour cette nouvelle émission politique. Nous prenons le temps dans ce format exceptionnel pour aller au fond des choses, au fond des débats politiques. Avec notre invitée ce soir, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci de votre présence ce soir. Colère paysanne, accord du Mercosur, souveraineté alimentaire et plus largement souveraineté dans tous les domaines. Notre indépendance est questionnée. Notre image est parfois mise à mal. Que ferait le RN s'il arrivait au pouvoir pour restaurer l'image et surtout la puissance de la France? Et puis, plus personnellement, votre destin politique et personnel suspendu et peut-être définitivement contrarié. Nous en parlerons. On va commencer, Marine Le Pen, bonsoir, par la colère des agriculteurs, des paysans. C'est un très beau mot que le mot de paysan, notamment dans le sud-ouest de la France, mais aujourd'hui aussi à Bruxelles, avec des images d'affrontements avec les forces de l'ordre belges. Qu'est-ce que vous dites à ces agriculteurs qui se bagarrent non seulement contre les crises sanitaires, là il est question de la dermatose, contre le traité du Mercosur. On vient d'apprendre à l'instant qu'Ursula von der Leyen annonçait le report de ce traité de libre-échange au mois de janvier. Qu'est-ce que vous dites aux paysans ce soir, Marine Le Pen? D'abord, je leur dis qu'ils sont héroïques. Parce que la réalité, c'est que depuis des années, ils subissent des coups de boutoir de plus en plus violents. Et ils survivent, ils se battent dans des conditions qui sont inouïes de difficultés. La dermatose, en réalité, arrive comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le Mercosur est vraiment un acte d'agression majeure contre l'agriculture. Il est reporté, vous ne pensez pas qu'il sera annulé? Le pire n'est jamais sûr, mais j'ai envie de vous dire que, hélas, vu le fonctionnement de l'Union européenne, je ne suis pas sûr que l'Italie tienne. Voilà, je pense que l'Italie a pris l'habitude de négocier en réalité des intérêts pour elle-même. C'est difficile d'ailleurs de lui en faire le reproche. Madame Meloni n'est pas fiable? C'est pas qu'elle n'est pas fiable, c'est qu'elle défend les intérêts de l'Italie. Et si elle peut négocier quelque chose pour l'Italie, elle négociera quelque chose pour l'Italie. Et elle n'ira pas particulièrement sur le sujet des principes. C'est pas notre cas pour la France? Pardon? C'est pas le cas pour la France? Nous ne défendons pas nos intérêts? Ah non, on ne défend jamais nos intérêts. Mais pour une raison simple, si vous voulez, c'est que les macronistes considèrent que défendre la France, c'est attaquer l'Europe. En réalité, c'est ça, dans leur esprit. Quand on a compris ça, on a tout compris. C'est-à-dire le simple fait de vouloir défendre les intérêts de la France, c'est dans leur esprit vouloir attaquer l'Europe. Et donc, ils défendent l'Europe. Et pour cela, ils sacrifient les intérêts de la France. Mais pour en revenir aux agriculteurs, ils ont quand même eu la multiplication des normes environnementales. Ils ont eu l'interdiction de toute une série de produits phyto qui a tué des filières entières. On leur annonce la baisse de la PAC à peu près de 22, 23, 24%. C'est pas encore très précis. Ils ont eu dans les derniers mois les droits de douane américains négociés par Madame von der Leyen. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ils ont été sacrifiés sur l'autel de la défense de l'industrie allemande. Ils ont le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ils ont les sanctions contre les engrais russes, ce qui en soi n'est pas un souci, sauf qu'il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez, on interdit quelque chose, mais il n'y a pas d'alternative. Et en réalité, ils sont enfermés par nos gouvernants dans cette idéologie de la décroissance. Ce que je veux dire, c'est que tous ces éléments-là ne sont pas la conséquence du hasard. Il y a une volonté clairement exprimée par l'Union européenne de décroissance. Il faut baisser les cheptels, il faut réduire le nombre d'éleveurs et donc réduire les élevages. Il faut réduire la consommation de viande et ils sont victimes de tout ça. Alors justement, on va prendre les sujets un à un et les défis les uns après les autres. Marine Le Pen, le gouvernement a proposé sur la dermatose bovine un plan axé sur 2 piliers, vaccination et indemnisation des éleveurs. Vous dénoncez des décisions qui tombent sur la tête des agriculteurs, mais très concrètement, vous au pouvoir, quelle alternative est-ce que vous auriez préconisé? Écoutons plus précisément la question qui vous est posée par un Français au micro de CNews. Maxime, 34 ans, éleveur de bovins allaitants. Marine Le Pen, si vous passiez au pouvoir, qu'est-ce que vous nous feriez pour la DNC, pour arrêter l'abattage total? Et pour prolonger sa question, est-ce que vous auriez préconisé, Madame Le Pen, l'abattage systématique des troupeaux dès lors qu'un animal et qu'une vache
est contaminé. Alors d'abord, permettez-moi de vous dire que c'est déjà la méthode que je critique. C'est-à-dire que la réalité, c'est que toutes ces décisions sont prises par un certain nombre de sachants, d'experts, mais les agriculteurs ne sont pas autour de la table. Sur des bases scientifiques, hein. Enfin, ils sont quand même les meilleurs connaisseurs de leurs bêtes, de leurs élevages. Et ne pas les prévenir, ne pas les mettre autour de la table, ne pas les faire participer en réalité à ces discussions. Il y a eu une concertation avec les syndicats. Oui, enfin, très peu, et pas que des éleveurs d'ailleurs, hein. Là, c'est un sujet d'éleveurs. Donc, je pense qu'ils ont le sentiment d'être maltraités, de ne pas être entendus, de ne pas être consultés. Donc, c'est déjà la première problématique, et elle est en réalité générale. C'est-à-dire que ce gouvernement fait ça avec tout le monde. Bon, déjà, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je ne suis pas scientifique non plus, mais je considère que le premier des combats que la France aurait dû mener, c'est le combat auprès de l'Union européenne pour que l'on puisse, au-delà de la certitude, du délai de certitude d'efficacité du vaccin, exporter. Parce qu'elle est là la difficulté en réalité. C'est qu'on on aurait pu vacciner, si tant est qu'on ait prévu anticiper, ce qui n'est jamais le cas du gouvernement français, qui n'anticipe jamais, mais on aurait pu anticiper cette difficulté, on aurait pu vacciner beaucoup plus massivement autour des points de contagion les animaux, mais on ne peut pas le faire. Enfin, actuellement, les paysans ont une réticence parce que à partir du moment où ils ont vacciné, et si la vaccination est massive, il n'y a plus de capacité d'exportation. Mais ça ne se justifie pas. Ça, c'est vraiment une décision bureaucratique par excellence. Donc, je pense qu'il y a moyen de régler ce problème. Et s'il y avait eu une vaccination beaucoup plus large et beaucoup plus généralisée de, par exemple, l'ensemble du département ou de 100 km autour lorsqu'il y a un cas qui est détecté, alors il aurait pu être envisagé de laisser peut-être, je soumets cette idée, le choix aux agriculteurs, soit d'abattre leurs troupeaux, soit d'opérer un confinement total et absolu, mais un confinement total, que les choses soient claires, ça veut dire que le paysan, lui non plus, il ne va pas se promener avec sa voiture où il peut éventuellement contaminer d'autres endroits. Ça, c'est la méthode. Mais sur le fond, vous n'attaquez pas directement, frontalement, ce qui est fait, ce qui est mené là, les deux piliers, vaccination, indemnisation, devant le fait accompli. On ne peut qu'être critique quand même, pardon. On ne peut qu'être critique pour une raison simple. C'est d'abord, je vais partir par votre deuxième intervention. L'indemnisation n'est pas du tout à la hauteur des pertes qui sont enregistrées. Il faut comprendre, parce que ceux qui nous regardent peut-être ne le savent pas, c'est que lorsqu'on abat un cheptel, on abat parfois le travail de 3, 4 ou 5 générations. Et que ce travail génétique, de choix génétique qui est fait par l'éleveur, est mis totalement à plat. Et ne nous racontons pas d'histoire. Il y a une partie de ceux qui ont vu leur cheptel abattu qui ne reprendront pas cette activité. Voilà. Et ces images sont déchirantes. Et permettez-moi, mais c'est aussi une pierre dans le jardin de ces écologistes stupides qui font toujours preuve d'une agressivité inouïe à l'égard des agriculteurs. Quand on voit ces agriculteurs pleurer à chaudes larmes la mort de leurs bêtes, eh bien, j'ai envie que ces écologistes les regardent, moi. Parce que moi, je trouve ça déchirant, ça me fend le cœur. Mais je voudrais qu'ils les regardent. Parce qu'ils ne cessent de les accuser de maltraiter leurs animaux, de les considérer comme des outils de production. Non. Les éleveurs ne considèrent pas leurs vaches comme des outils de production. Ils les considèrent comme des animaux auxquels ils tiennent, qu'ils font naître, qu'ils élèvent avec amour, avec attention. Et si au moins l'horreur de la situation peut servir à cette prise de conscience, ce sera une toute petite compensation. Marine Le Pen, vous avez fustigé la manière avec laquelle certains paysans ont été traités en Ariège. Il y a eu des charges des forces de l'ordre, des centaures, un hélicoptère déployé. Les policiers, en tout cas les gendarmes, obéissent aux ordres. Est-ce que vous auriez donné les mêmes ordres? Non. Et Sébastien Lecornu s'est rendu ce matin dans l'Ariège pour rencontrer ses exploitants, justement pour rectifier le tir. Non, mais je ne peux pas croire que le gouvernement n'a pas pris conscience qu'il avait commis là une erreur. Enfin, je veux dire, envoyer... si, ils ont compris. Envoyer l'ensemble... Oui, c'est ça. Envoyer l'ensemble de ces troupes dans une intervention qui apparaissait totalement disproportionnée, je veux dire, par rapport à une colère et à une souffrance en réalité qui est parfaitement légitime, n'a
aucun sens, surtout quand on fait preuve par ailleurs d'autant de laxisme à l'égard des réseaux criminels, à l'égard de la violence de rue, à l'égard du narcotrafic, etc. Enfin, tout cela a plongé les Français dans l'incompréhension et je pense que c'est la raison pour laquelle le Premier ministre se rend sur place parce qu'il a bien pris conscience qu'on ne pouvait pas se comporter comme ça. Présence de l'ultra-gauche, a-t-on dit aussi dans ces Oui, de toute façon, l'ultra-gauche s'infiltre partout où elle le peut et en général pourrit l'intégralité des mouvements sociaux ou de revendications légitimes. Ils l'ont fait à tous les 1er mai depuis Nicolas Sarkozy, ils l'ont fait pour les retraites, ils l'ont fait pour les gilets jaunes. Voilà, partout où ils arrivent, ils pourrissent le mouvement. Le RN se pose, et on vous entend depuis plusieurs minutes, Marine Le Pen, comme un grand défenseur des agriculteurs. Et certains de vos opposants vous interrogent sur d'éventuels zigzags. Et ce soir, c'est l'occasion de clarifier certaines de vos positions. Vos opposants vous accusent d'avoir changé d'avis sur la PAC. Après avoir été contre, Jordan Bardella a voté à Bruxelles pour la politique agricole commune, mais contre le budget. Donc pour la PAC, mais contre son financement. Autre sujet, sur la loi d'orientation agricole. Le RN s'est opposé à cette loi qui, reconnaissons-le, facilite l'installation, notamment des jeunes agriculteurs. Je pourrais égrener d'autres sujets comme les prix planchers. Jordan Bardella a évoqué un prix ou une trappe pauvreté et vous-même, vous étiez vraiment, et vous l'aviez précisé lors d'un salon de l'agriculture, pour ces prix planchers. Alors, quel est le véritable visage du RN par rapport à nos paysans ? Non, mais tout ça sont considérés comme des contradictions par les gens qui ne connaissent rien à ce dont ils parlent en réalité. Typiquement, la PAC. On dit qu'il a été contre la PAC et aujourd'hui, ils ne sont plus contre la PAC. Mais pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, nous demandions une nationalisation de la PAC. C'est exactement ce qui a été fait. Voilà. En fait, ils nous ont donné raison. C'est-à-dire que avant, c'était les petits hommes gris de Bruxelles qui décidaient où allait l'argent, pourquoi. Et depuis un certain nombre d'années, il y a eu une forme de nationalisation de la PAC. C'est-à-dire qu'en réalité, l'argent est distribué par le pays en question qui nous apparaissait être le plus à même de déterminer quelles étaient les urgences, les priorités, les nécessités pour le pays. Donc c'est la raison pour laquelle le fonctionnement de la PAC ainsi... Donc c'est pas vous qui avez changé, c'est la PAC qui a évolué. Bien sûr, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et la seule difficulté, si vous voulez, c'est que l'élargissement permanent de l'Union européenne contribue à effondrer en réalité le bénéfice de la PAC. Et là, il va y avoir une baisse de la PAC de 22%. Mais imaginez si, comme le souhaite la Commission européenne, l'Ukraine adhère à l'Union européenne. En 2027. Alors, à ce moment-là, ce sera une véritable catastrophe parce que tout ce qui sera accordé à ce nouveau pays sera évidemment retiré à l'agriculture des autres pays européens, en premier rang desquels, bien entendu, l'agriculture française. Une dernière question sur l'agriculture. Elle est posée par Gabin, un étudiant dans un lycée agricole. Il s'adresse à vous, Marine Le Pen. Je m'appelle Gabin, j'ai 18 ans, je suis étudiant dans un lycée agricole. Et Madame Le Pen, j'ai une question pour vous. Comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture dans 10 ans ? Alors, que répondez-vous à Gabin ? Ça dépendra qui sera au pouvoir. Gabin, si c'est nous, je la vois avec un grand optimisme, parce que la réalité, c'est que le talent, la compétence, l'expérience, la qualité des produits français est juste extraordinaire, peut-être la meilleure du monde. Et donc, il suffirait de laisser travailler nos paysans pour qu'on retrouve très rapidement le niveau qui était le nôtre. On a un niveau de qualité et un niveau encore une fois, de sécurité alimentaire que peut-être aucun autre pays n'a au monde. Mais pour cela, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement de l'État. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a deux choses urgentes à faire, c'est sortir l'agriculture des accords de libre-échange, parce qu'on parle du Mercosur, pardon, mais il arrive après tous les autres accords de libre-échange. Vous êtes contre tous les accords de libre-échange. Mais il y en a eu 10 qui ont été signés ou qui ont été mis en négociation depuis 2010, vous vous rendez compte ? Et pas avec des petits pays quand même. Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des très gros fournisseurs de viande. Donc Canada. Cette concurrence déloyale, dont nous savons qu'elle ne peut pas être régulée, ni par des clauses miroirs, ni par je ne sais quelle autre promesse qui n'est jamais tenue, il faut sortir l'agriculture de l'accord de libre-échange. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut faire du patriotisme économique. C'est-à-dire qu'il faut que la commande publique, il faut donner une priorité à nos produits français dans la commande publique.
Est-ce qu'on peut le faire? Alors, c'est une question éminemment politique, elle est essentielle depuis, justement, et à l'intérieur de l'Union européenne. Interrogé sur ce sujet, Jordan Bardella estime, Marine Le Pen, sur ce sujet, l'agriculture et d'autres, qu'on ne peut pas quitter la table alors qu'on est en train de gagner, de rafler la mise. Alors, on vous pose la question ce soir. Où est-ce qu'on est en train de gagner? Sur l'agriculture, vous venez de citer toutes nos défaites ou nos renoncements. Sur le militaire, avec le Schengen militaire, sur la diplomatie. Alors comment vous pouvez expliquer que vous allez de l'intérieur réformer les choses? Mais parce que, en réalité, on ne mène pas la bataille. Actuellement, Emmanuel Macron ne mène pas la bataille de la défense des intérêts de la France. Donc on ne peut pas dire on a perdu la bataille. Il ne la mène pas. Nous allons la mener. Et malgré le fait que le gouvernement français ne mène pas la bataille pour les intérêts de la France, il y a quand même un certain nombre de succès qui ont été enregistrés par les partis patriotes dans les dernières semaines. L'Union européenne a reculé sur un certain nombre de normes avec la directive Omnibus. L'Union européenne est en train de reculer sur l'interdiction des voitures thermiques. Vous allez me dire, c'est très tard, oui. Non, et puis j'espère que c'est pas trop tard. C'est l'Allemagne qui vous dit merci. Enfin, qui c'est dit presque merci tard. Hein. oui. L'Allemagne dit merci. C'est l'Allemagne qui a... Oui, non mais d'accord. Non mais merci, ça c'est le sujet. Non mais le sujet essentiel, c'est celui-là. Enfin, je vous rappelle qu'on avait quand même une industrie automobile extrêmement puissante et qu'on l'a laissé être démantelée. Comme on laisse être démantelée l'agriculture, comme on laisse être démantelées les industries. Mais on ne quitte pas la table de l'UE. Mais non, on ne va pas la quitter parce qu'on est en train de la changer. On va gagner les élections. Ça ne saute pas aux yeux que vous êtes en train de la changer en ce moment. Mais on va gagner les élections, madame. On va gagner les élections. La France est un grand pays, c'est le pays fondateur. C'est le pays qui a lancé en réalité l'Union européenne. Donc elle a un poids et une influence qu'il ne faut pas minimiser. C'est pas parce qu'Emmanuel Macron ne s'en sert pas ou s'en sert mal que ça veut dire que cette influence n'existe pas. Mais il y a toute une série, tout un pan et même des pans entiers de l'économie à sauver. Des griffes en fait de cette Union européenne décroissante. Il y a bien sûr l'agriculture, mais il y a aussi l'industrie. On en parle moins, mais c'est le même problème. Les mêmes difficultés de concurrence déloyale, les mêmes difficultés d'absence de respect, d'incapacité à faire respecter les normes. Pas de sortie de l'Union européenne, c'est définitif. Même si vous qualifiez l'UE de dérive permanente et de coup d'État permanent. Mais bien sûr, l'Union européenne aujourd'hui, c'est le coup d'État permanent. Mais pour une raison très simple. Quelque chose de paradoxal. Mais non, c'est pas paradoxal. Ça n'est pas, encore une fois, le fondement de l'Europe des nations qui avaient été voulues par ces concepteurs que nous mettons en cause. C'est la dérive qui a consisté à s'éloigner de cette Europe des nations et des coopérations et des souverainetés pour en faire un instrument qui est un instrument aujourd'hui profondément antidémocratique. Et c'est quand même rigolo. Donc c'est la stratégie du cheval de Troie. C'est-à-dire de l'intérieur, vous allez tout détricoter. Bien sûr, mais avec l'aide d'un certain nombre d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, on remercie Mélanie. Moi, je remercie aussi Viktor Orban. Parce que c'est Viktor Orban aussi qui a plaidé précisément contre le Mercosur. Mais nous avons des alliés. Nous en avons aujourd'hui, nous en aurons beaucoup plus demain. Et vous savez, il y a un certain nombre de pays qui nous attendent aussi pour pouvoir exprimer peut-être plus librement qu'ils ne le font aujourd'hui leur souhait de revenir à une Europe des nations et des libertés. Le problème de l'Union européenne aujourd'hui, c'est qu'en réalité, elle viole tous les traités de l'Union européenne. C'est incroyable. C'est-à-dire que tous les sujets dont elle s'occupe ne sont pas des sujets qui relèvent de sa compétence. Donc ils sont en train de se séparer en quelque sorte des sujets qui étaient le cœur de leurs compétences. L'agriculteur d'ailleurs en fait partie. Mais en revanche, ils se mêlent maintenant absolument de tout au bénéfice des différentes crises que nous vivons. Eh bien, moi, je ne suis pas prête à laisser mon pays se voir arracher sa liberté de décider et sa souveraineté par conséquent. 21h18, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Marine Le Pen. On va évoquer maintenant le budget. On est en pleine discussion budgétaire, l'économie. Il vous est reproché sur ce budget d'avoir associé vos voix avec celles de la gauche et surtout de l'extrême gauche. Est-ce que vous assumez le chapelet de taxes supplémentaires qui a été voté à l'Assemblée? Non, mais ceci est un mensonge. Moi, je viens là justement pour dire... Amendement sur l'imposition mondiale des bénéfices. Quadruplement de la taxe sur les rachats d'actions. Non, mais attendez, on va en parler de ça. Ah oui. Ça, c'est quand même un truc incroyable. J'ai entendu jusqu'au LR venir nous accuser d'avoir voté un mécanisme qui est quand même le mécanisme le plus évident et le plus juste sur Terre, qui consiste à dire
Mesdames les multinationales étrangères, vous êtes bien gentils. Vous utilisez nos infrastructures, nos routes, on vous met à disposition notre administration. Mais ce qu'il faudrait quand même, c'est arrêter de faire de la suroptimisation fiscale en payant 0 impôt en France. Donc ce que nous disons, tous les pays le disent. Voilà, jouez le jeu, vous venez faire des bénéfices dans notre pays, vous payez des impôts au même titre que les TPE-PME de notre pays. Parce que si vous ne les payez pas, ces impôts, sur qui va retomber la charge, les TPE-PME? Or, moi, le Rassemblement national, il est là précisément pour faire baisser les impôts sur les TPE-PME. Et justement, on a fait baisser les impôts sur les TPE-PME et accessoirement les ETI également grâce à nous. Comme on a fait baisser les impôts sur les classes moyennes. Mais ça, c'est pas un impôt, Madame Ferrari. Ça, c'est une recette pour l'État de lutte contre la fraude. Tout le monde devrait se réjouir de ça. Tout le monde devrait voter ça. Et j'ai même lu qu'un député macroniste, je trouve ça incroyable tellement c'est révélateur, un député macroniste a dit « Ah, vous vous rendez compte, en une journée, Marine Le Pen nous a fait perdre 26 milliards. Nous a fait perdre. » Mais ce député français-là, il est de quel côté en réalité? Il est du côté de l'État français, des entreprises françaises, ou il est du côté des lobbies de ces multinationales qui échappent à l'impôt, comme McKinsey l'a fait? Parce que McKinsey, il récupérait l'argent des Français au travers des contrats qu'il passait avec l'État français et il allait transférer ses bénéfices au Delaware, 0 impôt en France et 0 impôt au Delaware. Est-ce que c'est normal ça? Ben non, c'est pas normal. On continue à interroger votre ligne économique, Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut prétendre vouloir alors baisser les impôts, réduire les dépenses sans s'attaquer en profondeur au nombre de fonctionnaires? Je précise qu'il ne s'agit pas de les cibler, mais d'interroger ces fonctionnaires, mais d'interroger votre positionnement économique. Lorsque vous avez dit que ça restait un truc de droite. Non, c'est pas. Ce que j'ai dit, c'est que j'aime pas la facilité, moi. Voilà. Et la facilité des gens de droite, c'est quand on dit il faut faire des économies, oui, il faut baisser le nombre de fonctionnaires, avant même de savoir qu'est-ce qu'on va leur demander, quel est le périmètre qu'on leur demande. Et ça, effectivement, ça m'agace. Parce que des économies, il y en a. Je peux vous dire que le jour venu, on va en faire. Dans la fonction publique territoriale, pléthorique, est-ce qu'il y en a? Est-ce que dans l'éducation, il faut baisser le nombre de fonctionnaires? Est-ce qu'il y a encore des poches d'économies dans ces domaines? Les économies, d'abord, elles sont sur les agences. C'est-à-dire que cette espèce de décentralisation qui ne dit pas son nom, cette forme de presque de privatisation, en réalité, qui a été effectuée avec un morcellement de la décision publique, mais avec l'argent public qui est aujourd'hui une vraie dérive. Bon, toutes ces agences, c'est au conseil, c'est ceci, c'est cela, il y en a 1200 je crois. Là, c'est là qu'il faut commencer à faire des économies. La deuxième source d'économie, c'est l'immigration. D'abord, on tape sur les... On va y venir. Principe de tous les partis politiques, d'abord on tape sur les Français. Et puis après on envisage de se dire, ah tiens, peut-être pourrait-on demander des efforts sur les Français. J'ai dit, il ne s'agit pas de les cibler. On a envie d'avoir votre réponse. Est-ce que sur les fonctionnaires, par exemple sur l'éducation nationale, vous reconnaissez que le nombre d'élèves diminue? C'est pas un non-sens de se dire qu'on peut diminuer le nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Non mais le nombre d'élèves diminue, mais le niveau et la qualité de l'enseignement qui est livré s'aggrave énormément du fait aussi, il faut le dire, en partie, pas seulement, mais en partie, d'une immigration totalement dérégulée. Peut-être aussi de salaires extrêmement faibles. Et de salaires extrêmement faibles. Et il était évident qu'il faut réfléchir avec eux, et nous l'avions fait à la présidentielle d'ailleurs, pour proposer d'avoir une augmentation des salaires des professeurs. Parce que le métier n'est plus le même, mais aussi parce que le métier n'est plus le même. Parce qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Donc moi d'abord... Mais non, c'est pas tabou. Mais vous prenez le problème par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'on prend le problème par les conséquences au lieu de les prendre par les causes. Qu'est-ce qu'on va demander demain à l'État? Comment on va le demander? Est-ce qu'on doit améliorer les services publics? Oui, très certainement. Aujourd'hui, ils sont tous dans une situation quasiment de collapse. Donc c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on va lutter contre la suradministration de certains secteurs? Oui, dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de l'hôpital. Il y a beaucoup trop de profs qui sont derrière des bureaux administratifs.
Moi, je veux beaucoup plus de profs devant les classes. Voilà. Donc, quand les professeurs disent qu'il n'y a pas assez de professeurs devant les classes, commençons par aller chercher ceux qui sont dans les bureaux de l'administration. Même chose pour l'hôpital. Il y a trop d'administratifs. Et il y a un exemple qui est l'hôpital de Valenciennes, où ils ont baissé de manière assez considérable la partie administrative pour remettre les gens au plus près des patients. Et ça fonctionne très bien. Donc, elle est là, la solution. Et après, quand on aura fait tout ça, si on voit qu'il y a des endroits où il y a manifestement un surcroît de fonctionnaires, eh bien, on ne les remplacera pas quand ils partiront à la retraite. Et ils n'en souffriront pas, puisque précisément leurs conditions de travail se sera améliorées et que les salaires qui leur seront livrés seront à la hauteur des efforts importants qu'ils effectuent pour la collectivité. Mesure qui avait été proposée à l'époque par Nicolas Sarkozy, qu'on lui a beaucoup reproché. Le remplacement des fonctionnaires. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut... Ça, c'est le bout de la... Ce que je veux dire, c'est que quand on commence par ça, ce qui est en général la proposition de droite, c'est commencer par là. On va baisser les fonctionnaires, comme si les fonctionnaires étaient le problème. Et vous n'êtes pas de droite. Les fonctionnaires ne sont pas le problème. Le problème, c'est l'État. Okay. Le problème, c'est l'État qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas gérer, qui n'est pas capable de déterminer en réalité ce qu'attendent les Français de lui, qui se mêle de tout, sauf de l'essentiel, et qui, dans les secteurs essentiels, est tout à fait en deçà de ce qu'on attend de lui. Une question de droite-gauche. Madame Le Pen, est-ce que le montant de la subvention que verse l'État pour combler le déficit de la retraite des fonctionnaires? Oui, d'accord. Mais c'est à peu près combien? Mais madame, est-ce qu'on sait pourquoi? 41,5 Mais est-ce qu'on sait pourquoi? milliards d'euros. Oui, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de fonctionnaires. Vous me mettez en situation de défendre les fonctionnaires et ça me réjouit. Mais je sais bien, ça peut être un potentiel électoral. Parce que je vais vous dire, les fonctionnaires, on leur tape souvent dessus. Il faut quand même savoir que l'immense majorité sont des fonctionnaires qui sont derrière les guichets, derrière les bureaux. Ce n'est pas les hauts fonctionnaires dont on parle en permanence, qui pantouflent, etc. C'est pas ça, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils sont au-devant de toutes les problématiques de notre pays. Et il faut quand même savoir que l'immense majorité, en réalité, ont des salaires minimes et ont des primes. Or, ces primes, elles ne servent pas pour le calcul de la retraite. Comprenez? Comme elles ne servent pas pour mesurer quel appartement on peut prendre, parce que le propriétaire à qui vous voulez louer un appartement, il ne regarde pas le montant de vos primes, même quand vous êtes fonctionnaire. Quand vous allez chercher un prêt pour une voiture, on ne regarde pas le montant des primes pour savoir si on peut vous accorder le prêt pour vous acheter une voiture. Tout ça, ce sont des inconvénients que l'État, peut-être maladroitement d'ailleurs, mais compense d'une autre manière. Mais ça, ce n'est pas de la faute des fonctionnaires, c'est de la faute des gouvernants. Marine Le Pen, on a un téléspectateur, un auditeur qui a une question à vous poser, qui a une idée de réservoir de postes à supprimer. On l'écoute. Marc, donc je suis retraité, j'avais avant une entreprise d'électricité et je voudrais savoir si dans votre programme vous seriez à même d'envisager de diminuer le nombre de députés ou de sénateurs. Comme on cherche des économies, je pense que ça serait un bon moyen. Alors, vous attaquez à ça ou pas? La réalité, c'est que, je vais vous dire, par rapport à l'ensemble des dépenses qui sont effectuées, somme toute, la démocratie française ne coûte pas si cher que ça dans son fonctionnement. Si on réduit le nombre de députés, ça veut dire qu'on augmente le nombre de Français qui vont être représentés par un seul député qui aura évidemment et moins de temps et moins de disponibilité pour les défendre. Je comprends que ça fait plaisir à un certain nombre, mais vous savez que s'il y a des abus, je pense que ce n'est pas là qu'il faut aller les chercher. Et il y en a des abus. Il y en a, encore une fois, dans le pantouflage. Il y en a... Conseil économique social, on ne touche pas? Le Conseil économique social ne sert strictement à rien. Enfin, pardon pour eux, mais il ne sert à rien. Vous le supprimez? Voilà. Je pense qu'on peut envisager très facilement de le supprimer parce qu'il n'a pas d'utilité. C'est pas idéologique, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je dis pas le Conseil économique et social, il est ceci, il est cela. C'est une maison de retraite de tous ceux qui ont été battus aux élections. Bon, fondamentalement, c'est ça. Et les copains qui ont été battus, parce que les adversaires qui ont été battus, eux, ils n'ont pas de place au CESR. Donc, au CES ou CESR. Donc, c'est pas le sujet. Mais avant ça, toutes ces agences, l'ADEME, qui font la même chose, qui font n'importe quoi, qui partent dans tous les sens, qui ne respectent plus d'ailleurs l'orientation donnée par l'État. Ça pose un problème. Parce qu'ils disent, on est indépendant. Oui, d'accord, on est indépendant, mais un pays
il doit être gouverné, il doit être dirigé. On doit lui donner une impulsion, on doit lui dire où il doit aller. Si chaque petite agence, les 1200 là, décide de faire ce qu'elles veulent dans tous les sens, la même chose, ou le contraire de ce que fait l'agence d'à côté, mais ça n'a plus aucun sens. C'est le chaos généralisé et ça n'est pas possible. Et pour répondre à votre question, oui, il y a eu une explosion des fonctionnaires dans la territoriale. Ces fonctionnaires pourraient être utilisés ailleurs, dans d'autres fonctions publiques qui en ont besoin. Mais ça, c'est la conséquence de la décentralisation qui a été mal conçue et qui, en réalité, a transformé nos régions en baronnies. Alors, où chacun doit avoir le plus de fonctionnaires, parce que plus on a de fonctionnaires et plus on est puissant. Voilà. Là, vous nous parlez du potentiel d'économie. Il y a ce qui nous coûte et ce qui va nous coûter cher, c'est la suspension de la réforme des retraites. Là encore, on interroge votre cohérence, Madame Le Pen, surtout par rapport à vos alliés. Lorsque Éric Ciotti manie, d'ailleurs avec appétence, la tronçonneuse, comment vous pouvez être allié avec une sorte de Milei français? Oui, enfin... il y a quand même beaucoup... Non, mais nous avons beaucoup de sujets d'accord. D'admiration. Nous avons beaucoup de sujets d'accord. Et je parle des désaccords. Nous avons quelques désaccords. Ils sont assumés. Et ils sont quand même profonds. Oui. Sur la ligne économique, reconnaissez que quand on veut diriger la France, c'est important. Non, mais pardon, mais ce que vous dites n'est pas vrai. Il est d'accord pour faire des économies sur la fraude, il est d'accord pour faire des économies massives sur l'immigration, il est d'accord pour faire des économies massives sur l'Union européenne, il est d'accord pour faire des économies massives sur les agences d'État, etc. Là-dessus, on est d'accord. Il est d'accord pour baisser les impôts de production, c'est ce que nous avons défendu et voté ensemble à l'Assemblée. Il est d'accord pour faire baisser la pression fiscale sur les classes moyennes, ça tombe bien, nous l'avons fait ensemble à l'Assemblée nationale. Il est d'accord pour protéger les TPE-PME, nous aussi, on l'a voté ensemble. Nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Nous sommes effectivement en désaccord sur la retraite. Et je ne perds pas l'espoir de le convaincre. Oh. Non, mais parce que lui dit la même chose, il ne perd pas espoir de vous convaincre. Non, je ne perds pas. Et ben voilà, vous voyez, nous sommes des grands optimistes en réalité. Dans notre camp politique, nous sommes des grands optimistes. Mais moi, je crois que la retraite est un choix de société. Allez, on va écouter Patrick. C'est un choix de société. Nous avons fait le nôtre. C'est aussi, je crois, celui des Français. Question de Patrick, chef d'entreprise, qui vous questionne sur cette suspension de la réforme des retraites. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis chef d'entreprise et j'ai donc une question à vous poser parce que j'ai pas bien compris la logique. Pourquoi avoir développé, comme la gauche et l'extrême gauche, un blocage sur les retraites? Il me semble que c'est une question essentielle sur laquelle votre parti aurait dû avancer. Alors, c'est une décision de gauche. Alors, d'abord, pardon, c'est pas une décision de gauche. Nous avons été contre la réforme des retraites. Nous avons voté contre la réforme des retraites. Nous avons voté la motion de censure. Donc, je veux dire, pour le coup, nous sommes tout à fait cohérents avec la position qui est la nôtre. Et nous considérons que la suspension permet d'arriver jusqu'aux élections présidentielles où là, effectivement, les Français choisiront aussi la réforme qu'ils souhaitent. Notre réforme n'est pas du tout la même que celle de l'extrême gauche. Ça, c'est ce que racontent les types de droite qui n'ont rien à dire contre nous. Je veux dire, notre réforme, elle consiste à dire ceux qui sont... du mépris, les types de droite, oui. Non, mais oui, mais comme ça, c'est comme ça. Vous les voyez, les LR, ils sont tout le temps en train de nous taper dessus. Ils n'ont rien à proposer, je veux dire, pour le coup, que de taper en permanence, eux aussi, sur les Français. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le résultat du Sénat. Hein. Voilà, les sénateurs, grand donneur de leçons devant l'Éternel, oui, vous êtes des irresponsables, etc. Vous vous rendez compte, vous aggravez le déficit. Ils l'ont méchamment aggravé, tout seuls, et là, personne ne les a embêtés pour le faire. Et les LR étaient en première ligne pour aggraver le déficit et pour aggraver les dépenses et pour augmenter les prélèvements. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que ceux qui ont commencé à travailler avant 60 ans puissent partir au bout de 40 ans de cotisation à 60 ans. Nous trouvons ça normal. Voilà, on trouve ça normal. Quand donc, on est maçon, on travaille à 25 ans, on part à 67, on est d'accord.
Et à partir du moment où, comme moi, on a fait des études et qu'en règle générale, les études vous mènent à faire un travail intellectuel où on a bien souvent les fesses posées sur une retraite de un député, fauteuil, avec et bien dans ces conditions-là, Madame Le Pen. d'accord, c'était la formation que j'avais choisie et le travail que je faisais, j'étais avocat. Bon, bah, dans ces conditions-là, eh bien, vous partez et progressivement, ça monte de 40 à 42, et donc vous partez donc si vous à travaillez à 25 ans, Marine Le Pen, vous partez bien à 67 ans. Oui, bien sûr. Okay. Mais c'est tout à fait logique. Il est normal de donner un avantage, encore une fois, à ceux qui font un travail difficile par rapport à ceux qui ont un travail intellectuel qui est moins difficile. Voilà, c'est ça notre réforme. Je suis convaincu que si elle était connue par les Français, ils y adhéreraient. La réalité, c'est qu'ils ne les connaissent pas. Ça fait longtemps que vous les... Quant à certains chefs d'entreprise, j'ai juste envie de leur dire une chose. Ils ne cessent de demander, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je ne vois pas en quoi le problème de la retraite est le leur en réalité. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ne cessent de demander d'allonger le temps de travail et de pousser les gens à travailler de plus en plus tard. C'est ce qui se fait en Europe. Partout. Alors je leur dis vraiment gentiment, avec toute l'affection que je leur porte, dans ces conditions, arrêtez de les virer à 55 ans. Voilà. On parle de parce qu'on ne peut pas demander. Avec les patrons, c'est pas pour aujourd'hui. Non, mais ce que vous dites là. Mais on peut leur dire la vérité ou on est obligé d'être dans un phénomène où on ne leur dit pas la vérité. Madame Le Pen, c'est vous qui détenez la vérité sur leur travail à eux ? Non, mais moi, je les apprécie énormément. Je les défends tout le temps, je fais baisser les impôts de production, je défends les TPP, je leur dis juste une chose, quand ils demandent aux gens de travailler jusqu'à 63, 64, 65 ans, il ne faut pas les virer à 55. C'est tout ce que je leur dis, c'est qu'il existe là une contradiction. Et je pense qu'un certain nombre sont très conscients de cela, d'ailleurs. Effectivement, il arrive un âge où ils se disent que les employés sont moins productifs et qu'ils préfèrent effectivement prendre un jeune. Mais dans ces conditions, il ne faut pas demander à ce qu'on allonge indéfiniment le temps de travail, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Les gens se retrouvent au chômage en réalité. Ils terminent leur vie professionnelle au chômage. Et ça a évidemment une influence sur la suite de leur vie. L'emploi des seniors, donc c'est ça la question centrale. C'est quand même une question. En tout cas, c'est une de leurs contradictions. En tout cas, pas contradiction. La contradiction, en règle générale, de leurs représentants syndicaux, diront-nous. Bien, on poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1. Marine Le Pen, sur le plan de la sécurité du régalien, beaucoup de choses à dire. Et tout d'abord, alors que le gouvernement a déposé un amendement pour introduire une surprime destinée à couvrir le coût des émeutes, mesure qui est d'ailleurs passée au Sénat, vous vous dites opposé, je cite, à toute taxe Naël, du nom de ce jeune homme tué lors d'un refus d'obtempérer. Et évidemment, s'en sont suivis des émeutes d'une grande violence. De quoi, selon vous, cette prime, cette surprime est-elle le nom ? Concerne la taxe d'habitation. Elle est le nom du macronisme. Voilà, elle est le nom du macronisme, c'est-à-dire c'est la privatisation des profits et la généralisation du risque. Comme ils sont incapables d'assurer la sécurité dans notre pays, comme ils sont incapables, en réalité, de mettre en œuvre le principe auquel nous sommes tous très attachés de responsabilité, eh bien, ils font payer à tout le monde les conséquences de leur incurie. Et je ne suis pas du tout étonné de cette proposition. Et je vous rappelle que lorsqu'il y a eu un débat précisément à la suite des émeutes et où nous avons eu le débat sur la loi à la suite des très graves émeutes qu'a vécu notre pays, j'avais déposé un amendement pour qu'on puisse... D'abord, on oblige les collectivités à déposer, à se constituer partie civile lorsqu'elles subissent des dégradations, ce qui n'est quasiment jamais le cas. Jamais, il faut le savoir. Les gens qui nous écoutent doivent savoir que lorsqu'il y a des dégradations, des abribus, etc., tout le monde considère que c'est à eux de payer. C'est par leurs impôts locaux qu'ils vont payer. Voilà, parce que les collectivités, très rarement, se constituent partie civile. Et il faut condamner les responsables. Voilà. Et condamner les responsables, on dit « Ah bah oui, mais ils ne pourront jamais payer ». Eh bien, ils paieront ce qu'ils pourront, mais jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Chaque mois, ils devront payer 500, 600, 700 € pour rembourser le million de dégâts qu'ils ont commis. Croyez-moi que ça en fera quand même réfléchir un certain nombre. Et il faut entourer ça par une loi sur les co-auteurs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes présent
dans un endroit où il se déroule des dégradations graves, eh bien, vous êtes considéré comme participant à ces dégradations graves et vous êtes donc solidairement responsable des dégâts qui sont commis. Encore faut-il le prouver, et c'est bien souvent le problème pour les policiers. Justement, la loi sur les co-auteurs permet d'éviter cette difficulté à nos policiers. Mais ce qui est sûr, c'est que faire payer... mais c'est d'ailleurs général. Le coût de l'insécurité, qui la paye? C'est tout le monde. Je veux dire, on parle souvent de l'insécurité dans ce cas-là de plus heurtant pour la tranquillité, pour l'intégrité physique, etc. Mais il y a aussi un coût économique majeur pour notre société. Il y a un coût économique majeur pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. L'augmentation de leurs primes d'assurance, les dépenses pour mettre la porte 3 points pour pas se faire cambrioler, les alarmes, etc. Tout ça, ça a un coût pour la société qui est absolument considérable. Ce sont des coûts induits, mais ce sont des coûts dont on parle peu, et c'est bien dommage, parce qu'en réglant le problème de l'insécurité, on rendrait de la richesse énorme, en fait, à notre pays. Comment le régler? Une question de Michel, qui est retraité, qui s'adresse à vous, Marine Le Pen. Je m'appelle Michel, je suis retraité. Quelles sont les solutions pour retrouver la sérénité et la sécurité qu'on avait auparavant? Est-ce qu'il y a une baguette magique, Marine Le Pen? Il n'y a jamais de baguette magique. Il y a toute une série de décisions à mettre en œuvre ensemble et qui pourraient se résumer par « il faut siffler la fin de la récréation ». Voilà, c'est terminé. Auprès de qui? Des délinquants, c'est terminé. Seulement? Voilà. Entre autres. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est déjà les premiers à qui il faut s'adresser quand même dans ce domaine-là. Oui, vous ciblez et ils sont en ordre de bataille? Non. Ça veut dire la chose suivante. Tout ce que nous voterons sera appliqué. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Toutes les décisions qui seront prises seront appliquées. Les ordres seront donnés aux policiers. Les moyens des sanctions seront mis en œuvre pour que les sanctions soient réelles, efficaces et rapides. Vous savez, la loi sur le narcotrafic qui a été votée il y a 6 mois, vous savez combien de décrets sur 37 ont été signés? Je ne sais pas, 2, 5. Voilà, vous ferez mieux? Je suis plus pessimiste que vous. Vous ferez mieux? Mais bien sûr. Voilà. Il faut qu'on mette en place de quoi accueillir des peines courtes. Ça fait très longtemps que je plaide pour ce sujet des peines courtes, réelles, immédiates. Ça permet de ne pas utiliser obligatoirement, si vous voulez, des prisons qui ont un lourd système de sécurité. Il y a moyen de faire ça. Il faut poursuivre également les dommages et intérêts. Voilà un aspect dont on ne parle jamais non plus. Les victimes se voient accorder des dommages et intérêts. Ah bah oui, mais ma pauvre dame, vous voyez, on ne peut pas aller les chercher quand même. Bah si, il faut aller les chercher. Il faut rendre saisissable un certain nombre de revenus, parce que lorsqu'on commet un dommage à quelqu'un, il faut le réparer. Donc tout cela, si vous voulez, va créer en réalité un écosystème de sécurisation de la société, dont je suis absolument convaincu que le signal sera entendu. Avec le pilier Mais il y a autre chose à faire. Le pilier de la justice. Il y a autre chose à faire. Oui, beaucoup de choses à faire également du côté des jeunes, mais il y a autre chose à faire. Peut-être la première des choses à faire, arrêter l'immigration chaotique, dérégulée, massive. Parce qu'en réalité, dans l'état dans lequel on désorganise ou on organise cette immigration dérégulée, on nourrit l'insécurité. Et on en vient à l'Europe. C'est toujours la même question qu'on vous pose. Est-ce que vous êtes capable ce soir, d'ailleurs, quelles que soient les opinions des uns et des autres, droite, gauche, peu importe ce qu'on pense de ce sujet, de dire aujourd'hui que vous pouvez faire plus que de réguler l'immigration? Vous avez bien dit stopper, hein, si je vous ai bien entendu, en restant au sein de l'Union européenne, dont on connaît pour l'instant le projet. Madame Ursula von der Leyen vient d'évoquer il y a quelques jours encore plus d'immigration, dit-elle, passant par des voies sûres. Oui, c'est ça. Donc pour ne pas avoir de clandestins, on va les régulariser. Oui, on connaît ce système, enfin cette argumentation depuis longtemps. Vous voyez bien d'ailleurs que c'est un projet en réalité. Le projet d'immigration massive, civilisationnel, c'est un projet pour l'Union européenne, très clairement, pour qu'on nous force, sous peine d'une amende de 20 000 euros, à accueillir des migrants. C'est donc bien que on nous tord le bras dans le dos. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a un certain nombre de pays qui ont réussi à avoir des exemptions parce qu'ils subissent une pression migratoire importante, comme si la France ne subissait pas une pression migratoire importante. Sauf que je pense que nos dirigeants n'ont pas demandé à l'Union européenne de pouvoir bénéficier de cette exemption. Donc, la seule solution, c'est de faire voter un référendum
constitutionnelle. Constitutionnaliser le droit des étrangers, car n'en déplaise à la CJUE, qui elle aussi cherche à s'attraire des pouvoirs qui ne sont pas les siens, la Constitution des nations est supérieure dans l'ordre des normes aux textes internationaux et aux jurisprudences internationales. À partir du moment où le droit des étrangers sera dans la Constitution française, alors la Constitution française sera une sorte de filtre qui permettra d'éviter que les décisions qui sont contraires à son contenu puissent s'appliquer immédiatement en droit interne. C'est cela qu'il faut faire, et il n'y a même que cela en réalité à faire. Tout le reste des solutions, l'état actuel des pouvoirs juridiques qui ont été accordés aux uns et aux autres rend en réalité la bataille totalement impossible à mener. Et vous avez bien vu que là, il y a une initiative intéressante d'ailleurs, avec les Danois, et je crois un certain nombre d'autres pays, pour demander à la modification de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment de cet article sur lequel on fonde toute interdiction de pouvoir repousser ou expulser un étranger en situation irrégulière, qui est le droit à la vie familiale, qui sert d'excuse en fait pour se lier les mains dans le dos et accepter ce qu'on nous impose, ce qui n'est pas admissible pour un peuple libre. Je veux dire, on s'est battu pour notre liberté dans notre histoire, on s'est battu pour décider de notre avenir, on s'est battu pour que ici la France, ce soit notre maison, et dans notre maison, nous souhaitons qu'on puisse respecter nos règles. Voilà. Et ceux qui violent ces règles, on leur dit, vous êtes gentils, mais il faut que vous retourniez dans votre maison, car dans notre maison, vous ne vous tenez pas bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde se tient mal. Il y a des étrangers dans notre pays qui se tiennent bien. Il y a des étrangers qui travaillent, qui respectent nos règles. Je veux dire, ceux-là, nous n'avons aucune raison. D'ailleurs, qu'est-ce que vous dites à ces Français qu'on qualifie souvent de Français de désir, qui partagent totalement l'idée, bien évidemment, d'une France souveraine, des mœurs, des valeurs de la France? Qu'est-ce que vous leur dites et qui ont souvent plus de difficultés à obtenir la nationalité française que n'en ont ceux qui ne la réclament pas. C'est quand même assez... enfin, ceux qui ne la réclament pas, ou ceux qui la réclament, mais pas pour de bonnes raisons. Donc ça, c'est quand même relativement étonnant. Mais je leur dis, ils ont leur place, bien sûr. Je veux dire, il ne s'agit pas de créer, soyons clairs dans mon esprit, dans celui de Jordan, il ne s'agit pas de créer un pays dans lequel il y aurait 0 étranger. Ça n'a aucun sens. Mais il faut que les étrangers apportent quelque chose. Leur force de travail, leur envie de construire, et évidemment respectent le pays dont ils demandent l'hospitalité, parce que c'est le concept même, en réalité, de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est accepter quelqu'un, mais évidemment que si cette personne-là viole les règles de l'hospitalité, alors il n'y a plus d'hospitalité. Donc je veux rassurer ceux qui, étrangers dans notre pays, travaillent, le respectent et ne participent pas de quelque matière que ce soit au chaos ambiant. En revanche, je dis à ceux qui sont venus et qui trahissent l'hospitalité et violent nos lois, n'attendez pas de notre part de vous conserver sur notre territoire. Oui, mais il y a ceux qui sont français depuis 2 ou 3 générations aussi, parce que là vous parlez d'étrangers. Mais bien sûr, mais tous les pays ont des délinquants, madame. On a des délinquants français, hein. On a des délinquants français. On les traite comme des délinquants. Vous n'allez pas les renvoyer chez eux. On va pas mais chez eux, c'est la France. Mais c'est ce que je vous dis. Mais bien sûr. On parle de l'immigration de 2e, 3e, 4e génération. Parfois, il peut y avoir... Pardonnez-moi, je termine juste ma question. Il peut y avoir une distance parce que vous par rapport aux valeurs de la République. Je vais vous dire, vous contribuez en fait à un amalgame que je combats et qui est quand même développé par beaucoup de ceux qui sont nos adversaires politiques. Ça consiste à dire, quand on parle des étrangers, en réalité, vous incluez dans les étrangers les Français d'origine étrangère. J'ai fait une autre question, madame. Non. La réponse est non. Nous ne faisons aucun amalgame. Il y a ceux qui ont la nationalité française. Il y en a un certain nombre à qui, si on avait été au pouvoir, on ne l'aurait pas donné. Parce qu'ils ne répondaient pas aux critères que nous exigeons. Mais ils l'ont. Ils l'ont. Et comme nous sommes respectueux de l'état de droit et de la responsabilité de l'État, ils l'ont.
ils sont français, sauf s'ils ont commis des actes très graves de terrorisme, etc., qui peuvent justifier le retrait de cette nationalité. Ils sont français, on les traite comme des Français, bien entendu, et donc ils auront tous les avantages des Français, y compris celui d'aller dans les prisons françaises, si, évidemment, ils violent la loi française. 21h48 sur CNews et sur Europe 1, une question de Thomas Marine Le Pen. Il est avocat et il vous questionne sur les OQTF. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis avocat. Je vous remercie de prendre ma question. Je voulais vous demander comment on pouvait renvoyer dans leur pays des OQTF dangereux, tout en gardant les gens qui travaillent et qui payent leurs impôts et qui adhèrent à nos valeurs républicaines. Voilà, sur les OQTF, la solution. Bon, j'ai presque répondu déjà à votre question, Thomas, mais en réalité, ceux qui travaillent, payent leurs impôts, etc., en règle générale, ils ne sont pas frappés par une OQTF. Bon, pour appliquer les OQTF, en réalité, l'immense majorité de la solution, c'est la diplomatie. Voilà. Et y compris la diplomatie de la fermeté, si c'est nécessaire. Parce que, avec quel pays ? Avec l'Algérie. Il faut engager des négociations avec le Maroc sur les mineurs non accompagnés, parce qu'il y a beaucoup de mineurs non accompagnés marocains. Et il n'y a aucune raison qu'il y en ait autant. Il faut le faire avec la Tunisie, il faut le faire avec le Mali, il faut le faire avec tous les pays, en réalité, qui sont les plus gros fournisseurs d'immigration clandestine dans notre pays. Et il faut le faire de manière ferme. Il faut le faire avec, en leur expliquant qu'il peut y avoir potentiellement des rétorsions qui peuvent être mises en œuvre s'ils ne respectent pas le droit international. Parce que ne pas respecter, ne pas reprendre leur OQTF, c'est en quelque sorte ne pas respecter notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les contraindre à reprendre leurs OQTF ? On peut faire beaucoup de choses. Parce qu'ils n'ont pas peur de nous. On peut supprimer... non, mais ça, pourquoi voulez-vous qu'ils aient peur de nous ? On arrive à plat ventre. Et en s'excusant de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc on peut faire beaucoup de choses. On peut supprimer les aides financières qu'on leur verse, car on leur en verse. On peut agir sur l'argent que leurs ressortissants envoient souvent chaque mois dans leur pays d'origine. On les arrête complètement ? Pardon ? On les arrête, ces transferts d'argent ? On peut le faire. En tout cas, ça fait partie de l'éventail. On peut évidemment agir immédiatement sur les visas qui sont accordés. Voilà, donc, vous voyez, il y a tout un panel. Du fait qu'on a aussi un confrère qui est emprisonné en Algérie, simplement une pensée évidemment à Christophe Glaise. Et mais bien sûr. Et nous, à la différence de l'extrême gauche, nous avons associé Christophe Glaise dans toutes les prises de parole que nous avons pu faire quand nous défendions Boualem Sansal. L'inverse n'est pas vrai, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est la couleur politique de la personne qui est otage du pays. C'est pas le fait qu'il soit otage. Et donc, nous considérons que ces deux personnes pour l'un est toujours et pour l'autre étaient otages de l'Algérie. Mais donc, il faut agir. Donc, il y a des moyens, encore une fois, diplomatiques. Nous sommes un grand pays, puissant. Et pour peu que nous fassions preuve de l'autorité qui est nécessaire pour la préservation de notre peuple, nous pouvons obtenir évidemment des résultats. Vous venez de citer Marine Le Pen, Boualem Sansal, dont on connaît le combat depuis toujours contre l'islamisme. Il agit un peu comme une vigie pour notre pays, un lanceur d'alerte. Parlons de cette lutte contre l'islamisme. Quelle conclusion avez-vous tiré de la commission d'enquête sur les liens supposés ou avérés entre les réseaux islamistes et les partis politiques, en l'occurrence la France insoumise? Le rapport a été rendu, les conclusions. Jean-Luc Mélenchon n'a pas affronté une résistance très forte, d'ailleurs, y compris des parlementaires RN, c'est ce qu'a dit sur notre antenne, ici même Laurent Wauquiez. Il vous a aussi... il manque pas d'air quand même. Parlé d'une dérobade. Mais il manque pas d'air. Enfin, c'est incroyable. Il engage cette commission d'enquête. Nous disons qu'elle ne nous apparaît pas être la meilleure solution pour lutter contre le phénomène qu'il décrit. Il veut absolument cette commission d'enquête pour se faire de la publicité. Le jour où Jean-Luc Mélenchon est auditionné par la commission d'enquête, Wauquiez n'est pas là. Et c'est moi qui l'accuse de dérobade. Pourquoi vous n'êtes pas là tous les deux d'ailleurs? Non mais moi je suis pas dans cette commission. Lui, il est pas forcément à y être. C'est lui qui est à l'origine de la commission. Vous auriez pu y être tous les deux quand vous avez un adversaire comme Jean-Luc Mélenchon. Non mais moi l'adversaire, je vais vous dire madame, moi Jean-Luc Mélenchon, il est mon adversaire dans les urnes.
Moi, je combats l'extrême gauche dans les urnes. Je les combats dans les débats. Je les combats idée contre idée. Je ne me sers pas et je ne détourne pas, parce que c'était quand même un peu le sens du truc. Je ne détourne pas une procédure qui est une procédure de commission d'enquête qui doit servir à savoir où va l'argent de la sécurité sociale, qui doit servir à savoir pourquoi est-ce qu'on est frappé par une désindustrialisation comme nous la subissons en France. Eh bien, je considère que c'est une mauvaise manière que d'utiliser ces outils qui nous sont donnés, qui doivent bénéficier en réalité aux Français, pour démontrer quoi en réalité? Démontrer ce qu'on sait déjà. Oui, bien sûr, il y a des liens de l'extrême gauche avec le fondamentalisme islamiste. Il y en a aussi de la droite. Il y en a aussi d'élus de droite qui accordent... Non, je ne vais pas donner des noms, mais il y a eu des dossiers qui ont été documentés sur ce sujet. Il y a aussi des maires de droite qui achètent soit la paix civile, soit les votes, en frayant en quelque sorte avec ces mouvances. Mais la vraie chose à faire, c'est que l'État prenne conscience de l'imprégnation. Moi, Bruno Retailleau, il a... annoncé à un moment donné, à grand renfort de publicité, qu'il y avait un rapport incroyable qui sortait sur les frères musulmans. Je vous rappelle que ça fait 10 ans, je pense, que je demande l'interdiction des frères musulmans. 10 ans. Bon, à l'époque, je n'ai pas été suivi par grand monde. Aujourd'hui, on découvre que les frères musulmans, c'est extrêmement grave. Mais qu'est-ce qui a été fait ? On découvre. Beaucoup ont écrit sur ce sujet, notamment à droite. Je pense à l'ancien... Pardon. Ils découvrent. Ils découvrent. Parce qu'en réalité, tout ça a été dit, y compris par un certain nombre de pays qui nous fournissent des informations extrêmement précises dont on ne fait rien. Comme l'Algérie. Comme en partie l'Algérie sur un certain nombre de sujets. Mais moi, je l'admets tout à fait. J'essaye toujours d'être honnête dans les jugements que je porte. L'Égypte, les Émirats arabes unis, qui sont des gros pourvoyeurs, en réalité, d'informations sur ces réseaux. On n'en a rien fait. Et vous savez pourquoi on n'en a rien fait? Parce qu'en réalité, il n'y a aucune volonté à la tête de l'État de combattre les réseaux islamistes qui, aujourd'hui, recrutent, se sont introduits dans toute une série de secteurs de notre société, associatifs, sportifs, et qu'il va falloir aller chercher partout. C'est le sens du projet de loi que nous avons rédigé et déposé d'ailleurs, de lutte contre les idéologies islamistes, car je le redis ici de la manière la plus claire qui soit, il y a l'islam, qui est une religion. Et qui est compatible pour vous avec la République. Oui, et il y a le fondamentalisme islamiste, qui est une idéologie totalitaire qu'il faut combattre, ès-qualité d'idéologie totalitaire. Il faut qu'on avance. Il est 21h55. Marine Le Pen, on a encore beaucoup de thèmes à aborder avec vous. Peut-être d'abord la question de votre avenir politique. Une question d'Aurélie, gérante d'un institut. Écoutez-la. Bonjour, moi c'est Aurélie, j'ai 37 ans, je suis gérante d'un institut sur Montauban et j'avais une question. Pensez-vous pouvoir participer aux élections présidentielles vu l'action judiciaire qui se porte contre vous? Je le souhaite, mais je peux pas, je n'en sais rien. En réalité, clairement, d'une manière éminemment critiquable, mais aujourd'hui, l'avenir de ma présence en fait à l'élection présidentielle dépend des juges. Voilà, les juges ont le droit de vie et de mort sur la candidate à la présidentielle que je suis. Vous êtes toujours dans le combat? Bien sûr que je suis dans le combat, plus que jamais. Plus que jamais, je vais donc aller devant la cour d'appel. Je vais leur expliquer que je suis innocente des faits qui me sont reprochés, que nous n'avons jamais monté aucun système de quelque nature que ce soit. Vous ne changez pas de défense? Mais non, mais je n'ai aucune raison de changer de défense. Peut-être la condamnation en première instance. Non, mais le problème, madame, c'est que je crois que la condamnation, elle était faite avant même que j'ai parlé. En réalité, comme Nicolas Sarkozy. J'ai vraiment eu le sentiment, dès le premier jour, et je l'ai dit d'ailleurs à mes conseils, que la présidente avait un avis tout à fait tranché sur la situation. Elle n'a rien écouté de ce que je disais. Je suis convaincu, en tout cas j'essaie de me convaincre que la Cour va entendre ce que je dis, parce que, encore une fois, je pense que les faits qui nous sont reprochés ne participe pas du tout d'une qualification pénale qui nécessite que l'on soit dans une démarche où l'on sait pertinemment que l'on viole un certain nombre de lois. Ça n'est absolument pas le cas. Donc je vais aller expliquer ça et j'espère convaincre, bien sûr. J'espère convaincre parce que en me défendant, je défends aussi la liberté des Français de voter pour qui ils le souhaitent.
En attendant cette décision judiciaire, je pense que même vos plus grands détracteurs reconnaissent quand même votre combat politique, votre force de caractère dans l'adversité. Je crois que c'est partagé, quel que soit ce qu'on peut penser de vous. Alors pardonnez-moi ce clin d'œil, mais Jordan Bardella pourrait vous dire d'où tirez-vous toute cette énergie? Oui, il pourrait effectivement dire ça, mais il en a beaucoup et il en développe beaucoup aussi lui. Il est en permanence sur le terrain, il est en permanence en train de faire des dédicaces de son livre. Et pourtant que les attaques sont nombreuses, pas seulement sur son âge, mais de plus en plus sur ce qu'il incarne, sur sa solidité, y compris... mais là, honnêtement, il est victime d'une campagne de dénigrement, d'une violence qui est absolument inouïe. Qui vient d'où ? De partout, de tous ceux qui ont peur, en réalité, qui ont peur que nous gagnions demain les élections. Madame Donc ils se disent, peut-être à tort, Marine Le Pen, on a déjà réussi à l'écarter, maintenant il faut écarter Jordan Bardella. Pourquoi interroger sa solidité, c'est le dénigrer. Il mange des petits-enfants au petit déjeuner, non mais tout est dit. On vient le chercher sur son expérience, etc. Mais qui est juge de cela, en fait? Est-ce qu'on peut vous interroger et l'interroger sur sa solidité? Quand on aspire, puisque si ce n'est pas vous, c'est lui quand même à la plus haute marche, à la fonction suprême, certains présument du fait qu'il serait creux, qu'il a bénéficié pendant des années de conseils en communication et qu'il ne fait que recracher des fiches qu'il a lues et apprises par cœur. Oui, d'accord. Si c'était ça, il ne serait pas là où il est. Si c'était ça, il n'aurait pas gagné de 2 européennes. Si c'était ça, je ne lui aurais pas confié la possibilité de me succéder à la tête du Rassemblement national. Voilà. Et qui juge de cela? Thomas Legrand, Edwy Plenel, Bruno Le Maire? C'est eux qui jugent de la compétence, de la profondeur, des résultats obtenus. Je vais vous dire une chose. On dit qu'il n'a pas d'expérience, il en a une très grande. Il a été d'abord militant du Rassemblement national. Et il a été militant dans des endroits, croyez-moi, où il est difficile d'être militant. Puis il a été dirigeant du Rassemblement national. Cette expérience-là, elle vaut 1000 fois le pantouflage de quelques hauts fonctionnaires qui sont devenus Premier ministre, comme Madame Borne ou d'autres. Voilà, parce que les blessures, la difficulté du combat, Jordan, il les a vécues. Je suis pas sûr que M. Attal... Madame Le Pen. Non mais d'accord, mais je suis pas sûr que M. Attal, si vous voulez, à part les tranchées de l'école alsacienne, je suis pas bien sûr qu'il ait subi vraiment des combats et qu'il ait mené des combats extrêmement difficiles. Soyons clairs, peut-être pour piquer la place du voisin, mais c'est tout. Bon, Jordan, il a mené ce combat-là. Être un dirigeant du Rassemblement national, c'est être confronté tous les jours à des attaques extrêmement dures de la part du monde politique, du monde médiatique. Ça le blesse. Être confronté, non, c'est pas le sujet, être confronté à des agressions physiques de l'extrême gauche dans nos meetings, dans nos réunions, dans nos conférences de presse. Il faut donc avoir les épaules, à être menacé par les fondamentalistes islamistes, à être dénigré en permanence par tout ce que l'État est capable de susciter d'agences, d'experts, de sachants, de ceci, de cela. Donc croyez-moi, il a acquis très certainement en 15 ans de vie politique, car il a quand même 15 ans de vie politique derrière lui, une cuirasse qui, à mon avis, est bien plus épaisse et solide que la plupart de ceux qui s'imaginent demain pouvoir concourir à quelque élection que ce soit par ailleurs. Marine Le Pen, il n'y a toujours il n'y a pas d'épaisseur d'une feuille d'un papier de cigarette entre vous deux? Non. J'en suis navré, je sais que ça déçoit, et chacun voudrait qu'il puisse y avoir... Non, mais bien sûr, vous avez raison de la poser, mais chacun de nos adversaires espère pouvoir mettre des coins. Il n'y a pas de coin. Et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de coin, parce qu'en réalité, on ne combat pas pour nous-mêmes. Alors ça, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de responsables politiques n'arrivent pas à comprendre. Alors, vous avez le monopole de l'intérêt de la France, on ne et tous les autres combat sont des pas politiciens. pour nous-mêmes. Voilà. Oui, mais moi, je les vois et je les connais bien maintenant. Je peux vous dire que à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, la décision, elle est prise dans leur intérêt. Voilà. Et donc, nous avons un combat qui, pour nous, est sacré, qui est le combat pour la France, qui est le combat pour le peuple français. Pas la France, une idée désincarnée. La France, son histoire, sa culture économique, sa culture sociale aussi, parce qu'il n'y a pas que la culture, il n'y a pas que l'identité culturelle et historique. Et le peuple français
qui la compose et qui en est la plus grande richesse. Politique. Et vous avez des alliés, en tous les cas idéologiques, dans le camp dit patriote peut-être. Parlons de ce qui se passe pour les municipales. Évidemment, un mot sur ces élections qui s'approchent. Un récent sondage démontre qu'à Paris, Sarah Knafo de Reconquête ferait jeu égal avec votre candidat, Thierry Mariani. Quel est votre regard sur son ascension éclair? La considérez-vous comme un danger, comme une menace ou au contraire comme une alliée idéologique? Je vais avoir du mal à la considérer comme une alliée parce qu'elle nous a toujours combattus quand même. Bon, et je rappelle que la seule fois où elle a été élue, c'était sous le nom de Le Pen, hein, puisque en fait, elle a été élue sur la liste de Marion. Bon, donc ça va être bien d'ailleurs de prouver ce qu'elle est capable de faire toute seule. Et peut-être qu'elle remisera ses critiques qu'elle a beaucoup développées à notre égard pendant la campagne présidentielle, peut-être pour les diriger vers ceux qui ont une vraie responsabilité dans la situation du pays. Elle est la représentante d'un mouvement qui existe, s'appelle Reconquête. Nous n'avons pas les mêmes positions sur un certain nombre de sujets, nous pouvons partager sur certains autres, mais nous n'avons pas les mêmes idées sur un certain nombre de sujets, c'est parfaitement normal qu'elle puisse se présenter si elle le souhaite. D'Éric Ciotti. Si elle le souhaite. Enfin, j'ai beaucoup moins de différences, je pense, avec Éric Ciotti qu'avec Sarah Knafo. Quelle est votre plus grande différence avec Sarah Knafo? Quelque chose d'indépassable? Bon, on est venu là-dessus. Non, mais indépassable. Rien n'est indépassable si elle change la vie. Je peux me permettre, mais ils nous ont quand même combattu très durement à l'élection présidentielle et ils ont pris la responsabilité. Il faut quand même le dire parce que je vous ai parlé tout à l'heure de responsabilité. Il faut aussi être responsable de ses propres actes. Hein. Elle a failli nous empêcher d'être au second tour de l'élection présidentielle. Voilà. C'est-à-dire que c'était une perte terrible pour la France, une perte de chance en réalité pour la France. Ils ont pris ce risque-là. Rien de ce qu'elle a fait jusqu'à présent ne me permet de fondamentalement changer d'avis sur elle. Peut-être ça viendra. Peut-être une question sur Marion, pardonnez-moi. Allez-y si vous voulez, on parle de l'international. Non, parce que Marine Le Pen en a parlé, c'est quand même l'une des personnalités, là encore dans le camp patriote, qui d'un point de vue de la notoriété, si j'en crois les sondages, est juste après vous et Jordan Bardella. J'ai cru comprendre qu'il y avait une forme de rapprochement personnel et politique à un moment. Alors qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Il n'y a rien de particulier. Elle n'est pas dans votre camp, elle n'est pas dans vos troupes, elle n'est pas avec vous. Oui, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, elle est à ECR, c'est vrai, au Parlement européen. Et je pense qu'il est utile d'ailleurs qu'elle soit à ECR. C'est utile qu'elle travaille à être une forme de passerelle entre le groupe de Mme Meloni et le nôtre. D'ailleurs, nous avons voté un certain nombre de choses ensemble dernièrement. C'était plutôt une nouveauté. On a même réussi, je crois, tous ensemble, nous avons même réussi à ce qu'une partie du PPE vote également sur un certain nombre de textes. C'est donc un mouvement, il y a quelque chose qui se déroule et les gens, et d'ailleurs les éditorialistes voient bien, ceux qui s'intéressent à l'Europe voient bien qu'il se passe quelque chose au sein du Parlement européen en termes de montée en puissance de l'influence de ceux qui sont souverainistes. Et Marion y participe, voilà. Et tant mieux, et c'est une très bonne chose. Et vous lui avez pardonné? Mais bien sûr, encore faut-il que je lui en ai vraiment voulu. C'est le cas de Jordan Bardella aussi. Oui, mais on peut être touché sans en vouloir, sans être dans un reproche éternel. De toute façon, dans la famille, somme toute, nous avons le pardon facile. 22h06. Trop parfois. Sur CNews et sur Europe 1, des questions sur l'international, très important. Marine Le Pen, vous avez fait cette déclaration. Les dirigeants de l'Union européenne sont en ce moment réunis à Bruxelles. On le disait tout à l'heure pour le Mercosur, mais évidemment pour parler de l'Ukraine. Je n'ai pas le sentiment que l'Union européenne passe à la réalisation du plan de paix, pousse à la réalisation du plan de paix des Américains en Ukraine. C'est plutôt tout pour que la paix n'arrive pas. Ce sont des accusations extrêmement graves que vous portez contre Emmanuel Macron. Non, ça me paraît très clair. Il ne veut pas la paix en Ukraine, Emmanuel Macron? Il me paraît très clair que l'intervention, si vous voulez, de la proposition faite par Donald Trump a ruiné une forme d'agenda qui était celui d'Emmanuel Macron, de Mme von der Leyen, du dirigeant allemand, qui souhaitait, souhaite-t-il la guerre peut-être pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas ce qu'ils souhaitent, c'est se servir du risque de la guerre pour faire avancer l'agenda européen.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Union européenne a toujours profité des crises pour pouvoir s'attribuer des compétences qui ne sont pas les siennes. Elle l'a fait pendant la crise migratoire. Elle s'est attribuée la compétence migratoire qui n'appartenait pas à l'Union européenne, qui appartenait aux États, qui devrait d'ailleurs continuer à appartenir aux États. Pendant la crise du Covid, elle s'est attribuée la compétence de santé. Aujourd'hui, ils se servent de cette guerre ou du risque de guerre pour pouvoir créer, avancer l'agenda de ce qu'ils appellent la défense européenne, dont l'objectif est en réalité, à terme, d'avoir une armée européenne, avec une direction de cette armée qui soit européenne. C'est évidemment quelque chose qui serait terrible pour notre pays, parce que alors là, en termes de perte de souveraineté, si nous n'avons plus notre armée, mais que nous sommes soumis à une armée commune. Rien ne va dans ce sens pour l'instant. Mais moi, je rejoins tout va dans ce sens. On réarme plutôt tout va dans ce sens. Mais la déclaration est quand même... Tout va dans ce sens. Donc, on a le sentiment qu'à chaque fois que la paix a été possible, pas plausible parce qu'on n'en est pas là, mais peut-être possible qu'un petit chemin se dessinait. Mais c'est Vladimir Poutine qui ne veut pas la paix, Marine Le Pen. C'est M. Poutine qui ne veut pas la paix. Tout était fait pour contester toute possibilité de pouvoir trouver un accord. Moi, j'ai dit dès le départ, la paix ne se fera qu'avec l'accord de Vladimir Poutine et du président Zelensky. Ça me paraît évident. Parce que quand il y a deux pays... quand il y a un pays qui est combattu par un autre, la paix ne peut se faire qu'avec l'accord des deux belligérants. On est bien d'accord. Ça donne l'impression que la menace aujourd'hui, c'est Bruxelles et pas Moscou. Non. Ah bah écoutez, pardonnez-moi, là, quand vous dites les choses, vous dites que l'Europe a un plan caché pour faire durer la guerre. Non, je n'ai pas utilisé le plan caché. Il n'y a rien de caché, d'ailleurs. Je trouve que tout est extrêmement transparent, bien au contraire. Bon, il n'y a pas de plan caché. Il y a une volonté de la part de l'Union européenne de profiter en quelque sorte de la guerre pour pouvoir avancer un agenda qui est un agenda de mise plus qu'en commun, de création d'une défense européenne et donc à terme d'une armée européenne. Et si demain il y a la paix, alors quid de l'ensemble de ces plans? Vous n'avez pas dit ça, Madame Le Pen. Vous avez dit tout faire pour que cette paix n'arrive pas. Vous ne parlez pas de défense européenne. Pour l'instant, oui. Vous dites que c'est des artisans de la guerre. Pardon, moi, je ne réponds qu'aux questions qu'on me pose. J'étais sur un trottoir, arrivant au sommet des leaders, on me pose cette question, je réponds, je ne suis pas comme sur ce plateau où j'ai eu le temps de développer. Donc je vous dis très clairement, je pense qu'ils ne veulent pas que cette guerre s'arrête au moment où nous parlons, parce qu'ils se servent de l'argument de cette guerre pour avancer la captation par l'Union européenne du domaine de la défense. Et ils se servent également de cette guerre, un double en réalité bénéfice pour eux, pour pousser l'agenda de la gouvernance financière globale, de la création d'emprunts communs. Vous avez entendu d'ailleurs Mme von der Leyen qui veut faire des emprunts communs dont tous les États seraient tenus solidairement. Et tout ça a un objectif, c'est d'avoir un budget qui soit un budget commun avec demain des ressources propres. L'objectif, c'est de créer des impôts européens, avoir des ressources propres, c'est-à-dire que nous n'aurons plus aucun des domaines de notre souveraineté. L'Union européenne aura aspiré, la Commission aura aspiré l'ensemble des compétences de souveraineté qui sont celles des pays. Voilà, c'est cela que je dis. Quand vous entendez le chef d'état-major des armées, le général Mondon, dire « il faut vous préparer, il faut que la France se prépare à perdre ses enfants ». Vous l'entendez comment, cette phrase ? C'est-à-dire que nos soldats vont aller sur le sol ukrainien ? Il y a une proposition de force internationale qui serait déployée ? Non, mais je crois que tout est fait quelque part pour générer l'angoisse, pour générer la peur, pour que les décisions précisément qu'ils souhaitent mettre en œuvre par l'intermédiaire de la Commission aient un niveau d'acceptabilité suffisante dans le peuple français. Si
on dit au peuple français, il n'y a pas de risque, les choses vont s'arranger, etc., ils ne seront pas d'accord pour assumer un prêt de 150 milliards dont nous serons tenus solidairement à hauteur de 20%. Ils ne seront pas d'accord pour cela. Voilà, ils ne seront pas d'accord pour que nous abandonnions notre modèle d'armée qui est un modèle qui nous permet d'avoir un format d'armée complète. Ils ne seront pas d'accord. Ils ne seront pas d'accord pour qu'on aille acheter des armes avec l'argent qu'on leur aura pris aux États-Unis, que Mme von der Leyen s'y est engagée auprès de Donald Trump. Donc voilà, donc on voit bien que tout est fait. Le débat sur le service militaire, les annonces du SEMA, qu'il ne peut pas faire sans que le président de la République lui ait expressément demandé de le faire. Dans une assemblée, dans le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était assez étonnant que ce propos-là, d'abord, vienne du SEMA, parce que s'il y a un propos si grave que celui-là, c'est au président de la République de le tenir. Devant les maires de France. Et devant les maires de France. Enfin, préparez-vous, préparez vos populations. Enfin, tout cela était tout de même... Mais pardonnez-moi, Jordan Bardella dit que là, je ne cherche pas à trouver des différences, on essaie de comprendre votre cohérence. Il dit que la Russie est une menace multidimensionnelle. Une fois qu'on dit cela, il y a de quoi avoir peur. Bah oui, mais c'est une réalité. Donc la peur est une réalité. Elle n'est pas fabriquée par le pouvoir en place ni par il y a une puissance nucléaire. La Russie est une puissance nucléaire, d'accord, qui mène aujourd'hui un combat qui fait un nombre de victimes absolument inouï, car il faut savoir que au-delà de tous ces éléments diplomatiques, c'est une boucherie. Voilà, c'est une boucherie. Une génération, peut-être voire même plusieurs, d'Ukrainiens sont en train d'être décimés, et de Russes aussi, et donc c'est un véritable drame. Et la guerre est un drame. Et moi, ce que je n'apprécie pas, si vous voulez, c'est que je suis tellement consciente que la guerre est un drame, parce que l'histoire nous l'a appris, et que nous n'avons pas le droit d'oublier. Mais qui l'oublie ? Pourquoi vos opposants... Ceux qui en parlent assez facilement, je vais vous dire. Je trouve qu'un certain nombre de personnes jouent les va-t-en-guerre, en parlent assez facilement, considèrent que tous ceux qui ne souhaitent pas la guerre sont des affidés de Vladimir Poutine ou des planqués, ou sont accusés d'être des Munichois. Je veux dire, on a l'impression qu'ils prennent plaisir à cette perspective. La question, c'est le RN. Moi, je suis terrorisée par cette perspective. Ce serait pas une double soumission à Poutine et à Trump? Non, mais je suis terrorisée par la perspective de la guerre. Et je n'en parle pas, et je me refuse à considérer que c'est la seule solution, et que parce que peut-être ça avantage un agenda, il faudrait faire avancer cette idée de la guerre, aller jusqu'à expliquer que, somme toute, on pourrait envoyer des jeunes Français mourir dans cette guerre. Enfin, je sais pas. On a l'impression qu'on n'a rien appris de l'histoire, quoi. Mais si ça fait partie des garanties, justement, de paix, pour consolider un accord de cessez-le-feu. Oui, mais c'est pas... D'accord, mais dans ces cas-là... Vous l'excluez complètement. Non, mais d'accord, mais dans ces cas-là, c'est une force d'interposition, et elle doit être évidemment sous le mandat de structures internationales. De l'ONU. Bien sûr. Évidemment, c'est son rôle. On peut pas, chaque pays peut pas aller envoyer des troupes comme ça pour sécuriser, ça n'aurait aucun sens. Donc, il faut que ce soit une structure internationale qui mette en place une force de pacification. Ça s'est fait dans d'autres... Vous ne dites pas autre chose que M. Macron, hein ? Pardon ? Sur l'Ukraine, vous ne dites pas autre chose qu'Emmanuel Macron. Je suis désolée, mais moi, j'ai pas envoyé mon SEMA dire aux mères « Préparez vos enfants à aller mourir ». D'accord ? C'est lui qui l'a envoyé ? Évidemment il a parlé avec... Non, pardon. Non, écoutez, là, à ce niveau-là de l'État, on n'arrive pas avec les mains dans les poches en disant un discours qui n'est pas préparé. Il a tenu ses propos parce qu'il a eu l'autorisation expresse du président de la République de les tenir. Et si ce n'est pas le cas, c'est que le président ne maîtrise absolument rien, et je ne veux même pas croire à ça. Le plus grand danger qui menace la France aujourd'hui pour vous, Marine Le Pen, ce sera notre conclusion. C'est l'islamisme. Et le narcotrafic qui en est en réalité une hybridation. Voilà. Et peut-être un point positif, est-ce qu'il y a une espérance française pour conclure ? Mais bien sûr, il y a une espérance française parce que la France a encore tellement de choses à dire à l'histoire, au monde, qu'elle se redressera. Je n'ai aucun doute là-dessus.
elle se redressera, elle sera à nouveau puissante, elle sera à nouveau respectée et elle apportera à nouveau au monde des droits nouveaux, une espérance nouvelle, une prospérité nouvelle. J'en suis absolument convaincue, sinon je ne serais pas là devant vous à essayer d'en convaincre les Français. Merci beaucoup Marine Le Pen. Merci Sonia. Laurence. Bonne soirée Merci, à Madame Le vous Pen. sur Europe 1, Maëlle Hassani et Gauthier Lebret sur CNews. Bonne soirée.